J'espère que l'année des surhommes vous a plu et que vous avez apprécié l'attitude et les réactions des personnages face aux défis qu'ils avaient à relever. Plusieurs de ces personnages ont réellement existé: Radisson, Desgroseilliers, les pères jésuites, le gouverneur d'Argenson et d'autres. J'ai tenté de les dépeindre fidèlement à partir d'informations fiables qui existent à leur sujet. Par contre, aucun des personnages amérindiens n'est basé sur une personne réelle. À l'époque de Radisson, il existe peu d'informations sur les nations que Radisson et Desgroseilliers ont rencontrées autour du lac supérieur. Radisson est même un des premiers à nous informer de façon précise sur ces nations. J'ai créé ces personnages afin d'illustrer une situation historique qui a quand même été bien étudiée, même s'il n'existe aucun témoignage amérindien pour nous renseigner sur leur point de vue. L'un de mes objectifs en écrivant ce roman, en tant qu'historien, était d'éclairer cette période d'adaptation, de questionnement, voire de bouleversement que traversent les Amérindiens lorsqu'ils entrent en contact avec toutes ces nouveautés. Nouvelle vision du monde, nouveaux pouvoirs, lorsqu'ils nouent des relations durables avec les Français. En acquérant les nouveaux pouvoirs reliés aux objets européens, les Amérindiens avaient quelque chose à gagner. Ils pouvaient mener une vie plus facile. En même temps, ces nouveaux pouvoirs constituaient une menace. Ça créait des déséquilibres entre ceux qui maîtrisaient ces nouveaux pouvoirs et les nations qui ne les connaissaient même pas. Par exemple, à l'époque de Radisson, comme on l'a vu, plusieurs nations ressentaient une certaine urgence à acquérir ces pouvoirs pour faire face aux Iroquois qui, eux, bénéficiaient d'un accès facile à ces nouvelles marchandises, à ces nouveaux pouvoirs, et qui en profitaient pour dominer les autres nations à une large échelle. C'est donc un fait historique que plusieurs nations autochtones alliées aux Français désiraient ardemment pratiquer la traite des fourrures. Les deux groupes partageaient le même intérêt. Ils voulaient échanger des fourrures et des marchandises européennes pour cimenter l'alliance commune qui leur apportait chacun des avantages. On trouve dans les documents de l'époque des traces de friction, de divergences de points de vue sur les façons de faire, sur le rythme des échanges ou la signification de l'alliance. Mais somme toute, les deux partenaires, les Français et leurs alliés autochtones, y trouvaient leur compte. En choisissant de pratiquer la traite des fourrures, les Amérindiens se sont engagés dans un long processus de changement qui comportait un lot d'incertitudes. Comme un grand nombre de nations autochtones ont adhéré à cette pratique, à une époque où les Amérindiens étaient largement maîtres de leur destin, il est clair que cette activité était à leurs yeux prometteuse. On oublie souvent que les Amérindiens ont volontairement développé la traite des fourrures, au même titre que les Blancs, parce qu'on ne songe qu'aux conséquences négatives qui sont devenues beaucoup plus évidentes 100 ou 150 ans plus tard. Mais à l'époque de Radisson, ni les Amérindiens ni les Français ne savaient comment les choses allaient évoluer. Il était donc difficile de départager le pour et le contre de cette nouvelle activité. À partir de leur culture, de leur vision du monde, de leurs connaissances, les Amérindiens ont cherché à prendre les meilleures décisions possibles dans leur intérêt, tout en cherchant, sans doute, à évaluer les conséquences à long terme de leur choix, comme ils en avaient l'habitude. Mais cet exercice était bien difficile à réaliser face à cette situation nouvelle. Est-ce que nous, par exemple, aujourd'hui, posons les bons gestes face aux changements rapides qui secouent notre monde? Est-ce que nos descendants, dans 100 ans, concluront que nous avons anticipé de façon lucide et réfléchie l'impact des choix que nous faisons aujourd'hui, qui nous donnent plus de pouvoir, plus de possibilités, mais qui comportent aussi des risques, dont certains nous sont connus et d'autres pas? L'histoire de Radisson et Desgroseilliers et de leurs partenaires autochtones nous rappelle que les conséquences à long terme des décisions que prennent les acteurs historiques, au moment où ils les prennent, sont difficiles à prévoir. En se plongeant dans l'histoire, il faut chercher à comprendre les gestes que les gens posent à leur époque, en fonction de ce qu'ils savent du présent et du passé, mais ce qu'ils ignorent de l'avenir.